Bonsoir chers auditeurs, bonsoir chers internautes, bienvenue dans la présente capsule vidéo qui est la première de notre chaîne où nous allons vous présenter quelques notions de didactique et d'épistémologie. L'article qui fera l'objet de notre étude s'intitule « Le rôle de l'épistémologie d'enseignant dans les pratiques d'enseignement » et s'étend sur 11 pages. Publié en 2011 à l'occasion d'un colloque international qui s'était tenu à Bordeaux, ce document a été produit par un collectif de mathématiciens et de didacticiens, parmi lesquels Bruno Lamor, Martha Isabelle, Inès Mazzarani, Georges Santi et Sylvias Baragli. Avec une portée notamment dans le domaine des mathématiques, ce document s'intéresse au niveau scolaire allant du primaire au secondaire et s'adresse en particulier aux enseignants et chercheurs de cette discipline. C'est une réflexion profonde sur la question du rôle central de l'enseignant dans l'acquisition des connaissances en mathématiques, mais aussi, ou mieux encore, c'est un véritable manifeste sur l'impact réel de l'épistémologie de l'enseignant sur les procédures des élèves en mathématiques. Pour mieux mener notre lecture, nous avons décidé de commencer par un résumé au thème duquel nous vous présenterons une critique de cet opuscule. Nous commençons donc par dire que le concept d'épistémologie fait son apparition en didactique dès les années 1960 et est dès lors appréhendé de diverses manières dans le monde entier. C'est ainsi qu'une analyse minutieuse du concept plus général d'épistémologie de l'enseignant a laissé entrevoir sa forte corrélation avec les notions de savoir, connaissance, conviction ainsi que de conception. À ce concept assez fondamental se sont greffés d'autres, à savoir l'épistémologie scolaire et l'épistémologie de société. Le premier influençant considérablement les paradigmes d'apprentissage qui sont le socle sur lequel s'organisent les enseignements, tandis que le second, quant à lui, se traduit par une obligation de résultat. Force a été de noter que, en général, les conceptions et les convictions des enseignants tendent à rendre difficile les enseignements et parfois à décourager les élèves. C'est ainsi que l'on est assisté notamment à une standardisation de l'évaluation qui a conduit à nos jours à une sous-évaluation des apprenants ainsi qu'à une fragmentation du savoir qui sont les principales causes de l'échec. C'est pourquoi nous avons jugé opportun de parler des notions de milieu didactique, de contrat didactique, d'obstacles épistémologiques et enfin de présenter quelques convictions erronées des enseignants en matière d'enseignement. Tout d'abord, le milieu didactique. Conformément à la théorie des situations, le rôle de l'enseignant en salle de classe est de définir une situation en fonction d'un objectif d'apprentissage que ce dernier s'efforce de dissimuler suffisamment, de sorte que l'élève ne puisse l'atteindre que par une adaptation personnelle à la situation. Dès lors, la résolution de la tâche, de même que l'apprentissage qui en découle, dépend fortement de la richesse du milieu didactique dans lequel l'élève est placé. Et force aussi de souligner que ce milieu didactique dépend des aspects matériels, à savoir les instruments et les documents qui sont mis à la disposition des élèves, ainsi que l'aspect sémiotique qui est associé, à savoir que faire avec quoi, pourquoi faire avec quoi et comment faire avec. Ensuite vient la notion d'obstacle épistémologique. En général, dans le cas de l'enseignement, l'apprentissage d'une nouvelle connaissance peut également nécessiter de franchir un obstacle, qu'il soit celui de l'évidence issus de la vie courante et des systèmes explicatifs ainsi présents dans l'esprit de l'apprenant, ou qu'il soit celui d'une difficulté conceptuelle liée au domaine lui-même. Par exemple, nous avons la notion de multiplication, dont la transformation ou l'élargissement de l'ensemble des entiers naturels à l'ensemble des entiers relatifs, à l'ensemble des entiers rationnels, pose un grand défi aux apprenants. En effet, ces derniers appréhendent la multiplication dans l'ensemble des entiers naturels comme une succession de sommes. Et dès lors, il est clair que le résultat obtenu est censé être plus grand que chacun des facteurs qui interviennent dans la multiplication. Ce qui n'est pas en général le cas lorsque l'on va dans l'ensemble des rationnels. En effet, en multipliant 0,2 par 0,3 par exemple, on obtient un nombre qui est plus petit que les deux facteurs, ce qui pose un problème aux apprenants car ils n'arrivent pas à faire la transformation qui s'impose. Dès lors, nous pouvons dire que les obstacles épistémologiques sont tout simplement pas des fausses conceptions, mais des étapes à franchir dans les connaissances. À cela viennent s'ajouter l'épistémologie spontanée de l'enseignant ainsi que l'épistémologie pratique, qui sont des réalités indissolubles que l'on ne doit pas rejeter, mais que l'on doit prendre en compte pour mieux orienter les convictions des enseignants ainsi que leur conception, pour que ces dernières ne soient plus néfastes pour les élèves. Ensuite vient la notion de contrat didactique.
Guy Bousseau appréhende le contrat didactique comme étant l'ensemble des relations qui déterminent explicitement pour une petite part, mais surtout implicitement, ce que chaque partie ou chaque partenaire a à sa charge de faire et dont il sera d'une manière ou d'une autre responsable devant l'autre. Ainsi, lors d'une séance de cours dans une salle de classe, l'élève analyse la situation qui lui est présentée, les problèmes et les questions qui lui sont posées, les informations qui lui sont fournies, ainsi que les contraintes qui lui sont imposées, de la même façon que le maître a de faire consciemment ou non, de façon répétitive dans sa pratique d'enseignement. Ainsi, quand on pose le problème de la page 5, celui de Giovanna et de Paola à des élèves de CE2 et de 5e, la plupart partent du principe qu'un problème posé a toujours une et une seule solution. Aucune autre information supplémentaire n'est nécessaire. Ils prennent donc le risque d'écrire des absurdités à la recherche d'une constance dans le raisonnement, convaincus du fait que l'enseignant ne peut poser un problème qui ne peut être résolu. Enfin, viennent les convictions erronées des enseignants. Nous notons que les misconceptions de certains enseignants peuvent plonger une pléthore d'élèves dans des erreurs. En effet, prenons par exemple la notion de l'infini. Certains enseignants appréhendent mal l'infini, car pour eux, si on a deux segments, l'un plus long que l'autre, nécessairement le segment plus long contient plus de points que le segment qui est plus court. Ce qui, dans une logique un peu farfelue, semble évident, mais qui en réalité est assez absurde. On comprend dès lors que si la notion devait être enseignée par cet enseignant, elle serait nécessairement mal transmise. Donc, c'est dire que les misconceptions de certains enseignants peuvent plonger des élèves dans l'embarras et leur faire perdre le fil des idées. Nous allons donc passer à une analyse, à notre critique de l'article. La première chose est que la lecture de l'article est assez autonome et facile dans la mesure où il y a un effort d'expliquer les notions les notions relatives à l'épistémologie et à la didactique. Aussi, de nombreuses références sont mises dans la bibliographie, permettant ainsi au lecteur d'enrichir ses connaissances en matière d'épistémologie et en matière d'épistémologie de l'enseignant. Aussi, nous noterons que les ambitions des auteurs ont été plus ou moins atteintes dans la mesure où ils ont fait un effort de montrer en quoi les obstacles épistémologiques, en particulier l'épistémologie spontanée de l'enseignant, ainsi que l'épistémologie pratique qui renvoie aux différentes convictions des élèves, de leurs parents ainsi que des enseignants sur ce qu'il faut faire pour enseigner telle ou telle notion. Ce sont des réalités que l'on ne peut rejeter, mais qu'il faut juste prendre en compte et mieux les utiliser. Enfin, nous notons qu'il y a beaucoup d'exemples, notamment dans les parties concernant le contrat didactique ainsi que celle des convictions, qui permettent de mieux comprendre le texte et de comprendre terre à terre, pour ainsi dire, ce dont il est question. Cependant, une question demeure. Que faire pour les enseignants qui sont d'ores et déjà sur le terrain? Faut-il faire une autre formation pour ces derniers? La question est tout entière. Nous disons cependant que pour les enseignants que nous sommes et qui sont à former, ces derniers seront interpellés à réviser leurs conceptions et leurs convictions, à être plus ardus au travail et à faire plus de recherches dans leur domaine avant d'aller sur le terrain. Aussi, nous avons le regret par contre que les auteurs n'aient pas plus insisté sur la notion de contrat didactique que nous jugeons importante. En effet, le contrat didactique fait son apparition généralement en cas d'échec ou alors lorsque l'apprentissage devient difficile, chaque partie attendant de l'autre plus ou moins certaines choses. Les élèves attendant de l'enseignant qu'il explique mieux, alors que l'enseignant entend des élèves qu'il comprenne mieux. Aussi, nous disons donc que la notion de contrat didactique pose un problème dans la mesure où il semble carrément impossible. En effet, en supposant qu'un contrat puisse porter sur la nature des connaissances acquises, ce contrat ne pourrait être que rompu, car les connaissances acquises le sont par remplacement par la destruction des connaissances anciennes, l'acquisition étant en elle-même une désiliation, une rupture avec les croyances. Sur ce, nous vous remercions sur votre aimable attention.